Alors comment on se situe aujourd'hui dans une espèce de phase de transition entre deux manières de travailler au lycée et deux manières de préparer l'examen du baccalauréat? Bon, j'ai plus envie de me tourner vers des réflexions assez générales et qui peuvent intéresser un public assez large sur des questions souvent qui taraudent et qui embêtent un peu tout le monde et les jeunes et les ados particulièrement. Alors, ici, la question, qui était Hitler? Hitler, c'est un petit bonhomme ici, hein. Il a été enfant comme tout le monde, à l'école, bon, il a l'air déjà un petit peu inquiétant, hein, très sûr de lui, on sourit peu, il faut savoir aussi, c'est pas quelque chose de naturel de sourire sur des photos à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle. C'est un jeune homme qui naît dans une famille plutôt de classe moyenne inférieure en Autriche, dans une région assez pauvre qui est montagneuse et proche de l'Allemagne. Son père est fonctionnaire impérial et il va rejeter tout autant l'empire austro-hongrois et l'Autriche, qui est un empire donc de plusieurs nationalités, multiethniques, par rapport à l'État allemand qui, pour Hitler, constitue un modèle, l'État allemand, l'Allemagne puissante, industrielle, et qui est composé uniquement, très majoritairement d'Allemands ethniquement parlant, c'est-à-dire de gens qui parlent allemand et qui, pour Hitler, représentent une race. Alors, on peut aller vite, Hitler a souvent été décrit comme quelqu'un de fainéant. Hein, quand on lit plusieurs biographies d'Hitler, ici je vous en ai mis une, celle de Chapoutot et Ingrao qui fait beaucoup débat ces derniers temps, mais chez Kershaw ou d'autres, on retrouve cette analyse. Hitler a souvent été décrit comme un personnage capable de tomber dans une forme d'indolence avant de s'engager dans l'armée ici, de devenir un soldat artilleur de la Première Guerre mondiale. Il tente vainement de vivre comme un artiste. Il a une vie de bohème, d'une certaine manière, à Vienne, si vous le voyez. Et c'est quelqu'un qui rejette assez peu, au final, le milieu dans lequel il est. Il fréquente certainement des filles qui se prostituent, il fréquente des artistes qui n'ont pas d'argent comme lui, dont certains ont pu être juifs. Hitler n'est pas du tout quelqu'un qui est ancré dès son plus jeune âge dans cette haine farouche, même s'il porte en lui l'antisémitisme et la xénophobie des Allemands de l'époque et des Autrichiens de l'époque. Mais en ça, pas grand-chose de différent. Ce qui va réellement transformer Hitler, c'est la Première Guerre mondiale, pardon. C'est-à-dire une expérience du front et du feu qui va rigoureusement changer la personnalité d'Hitler, enfin, en tout cas qui va le marquer, qui va l'amener à remettre en question un certain nombre de choses. En combattant pour l'Allemagne et non pour l'Autriche-Hongrie, Hitler envoie bouler à la fois le souvenir de son père, sa famille, son attachement à l'Autriche, il s'affirme comme allemand. Donc Hitler idéalise énormément l'Allemagne, sa culture, sa puissance, son histoire. Il va connaître le front avec notamment les attaques au gaz, il va être blessé à quelques reprises, et cette expérience de la mort en permanence et des difficultés de tous les soldats, hein, la faim, parfois la soif, la peur également présente. Hein, il n'a jamais nié, je pense, comme la plupart des soldats qui ont peur dans les tranchées. Il a été plutôt bien noté par ses supérieurs et considéré comme un bon soldat, mais jamais considéré comme un leader ou comme quelqu'un justement capable de prendre beaucoup d'initiatives. Donc vous voyez le portrait qui est dressé d'Hitler jeune, c'est nullement celui de quelqu'un qui aurait un destin manifeste, qui serait un grand personnage, mais plutôt celui d'un homme très très banal et commun. Et pourtant on arrive à des situations assez extrêmes, entre guillemets, où Hitler est présenté comme quelqu'un de extraordinaire par les néo-nazis, par les gens qui sont nostalgiques de sa mémoire, et c'est quelque chose qu'il convient souvent de corriger. Donc dans le dernier livre là, de Ingrao et Chapoutot,
Ce qu'on peut observer par contre et qui est sûr, c'est que le régime nazi, on en parlera certainement par ailleurs, était lui un régime très composite, assez unique, où Hitler avait réussi à mettre en concurrence différentes institutions pour être lui le dernier juge. Mais sans aller aussi loin, ce qui est beaucoup reproché aux auteurs de ce livre, Chapoutot et Ingrao, c'est de minimiser certains aspects de la personnalité d'Hitler ou de le banaliser comme s'il était interchangeable avec d'autres personnages. Alors certes, il y a eu des personnages très importants dans le régime nazi comme Himmler ou Göring ou Heydrich, mais Hitler reste quand même... il est difficile de ne pas trouver des arguments justement pour expliquer qu'il avait tout de même un caractère assez particulier et spécifique qui l'ont amené à prendre la tête du parti et qui l'ont amené à convaincre l'ensemble du peuple allemand qu'il pouvait le faire. Et ça, aucun autre leader de parti d'extrême droite à l'époque n'ont su le faire. Donc on en rediscutera, mais ce sont des points intéressants et ça vous montre que les débats historiographiques, les débats entre historiens sont toujours très importants autour du régime nazi et de la personne d'Hitler. Alors sans rentrer démesurément dans toutes les réflexions, les débats qui peuvent exister, il est clair que la personnalité d'Hitler a pu fasciner son entourage, il a su fédérer autour de lui dans un parti qu'il va fonder, ici je vous l'ai mis la fondation du NSDAP, Nationalsozialistische Deutsches Arbeiterpartei. Je ne suis pas germanophone, mais cela signifie donc le Parti national-socialiste des travailleurs allemands. Vous voyez que la notion de socialisme reste forte. Hitler sait ce qui se passe en Italie, il voit se constituer le parti fasciste, et la réaction italienne à ce que les Italiens, eux, ont estimé être une trahison des Alliés, le fait de ne pas avoir l'ensemble des territoires auxquels l'Italie aurait pu prétendre en tant que vainqueur. Hitler comprend que, comme beaucoup d'autres, dans les partis d'extrême droite et dans les partis, on va dire, anti-libéraux, en tout cas en Europe, que l'humiliation consécutive à la guerre et au traité de Versailles peut permettre de fédérer pas mal de vétérans, d'anciens soldats, dans l'idée que la défaite est liée à certaines personnes ou certains boucs émissaires. Alors comme vous le savez, Hitler choisira les juifs et les communistes comme boucs émissaires de la défaite allemande. Il mélangera les deux dans une espèce de soupe qu'il a appelée judéo-bolchevisme, ce qui est assez ironique quand on sait que Staline n'était pas franchement quelqu'un de très très sympathique ou bienveillant, on va dire, envers les populations juives en URSS. Son principal rival à Staline étant Trotsky, d'origine juive. Staline aura à cœur d'éliminer la plupart des personnels d'origine juive, hormis un de ses plus proches amis. Donc, tout un tas de phénomènes qui font que, dans les années 20, ce personnage assez particulier qui est Hitler se retrouve ici, on va dire un peu plus jeune, avec un visage qu'on lui connaît peu, parce que ce sont surtout les années 30 qui ont marqué le personnage, mais un jeune homme sorti de la guerre, auréolé de son statut de vétéran, pas trop blessé, probablement assez blessé psychologiquement par les violences de la guerre comme la plupart des hommes européens à l'époque, mais quelqu'un qui va s'ancrer dans l'extrême droite qu'on appelle parfois folkish, c'est-à-dire ceux qui se centrent sur l'idée de peuple, folk, et ceux qui se centrent sur l'idée d'un peuple allemand pur, originellement très fort, puissant,
et avec parfois des mouvements où il y a une certaine nostalgie pour le paganisme, ou des mouvements qui ont une nostalgie pour le passé médiéval de l'Allemagne. Donc des choses très disparates qui vont petit à petit se rassembler, coaguler dans les années 20, pour constituer différents partis d'extrême droite. Alors le parti qui va l'emporter, c'est essentiellement le parti nazi là, qui est resté le plus connu dans l'histoire. Il y en avait d'autres. Il est peu important durant toutes les années 20, mais au départ, Hitler a des soutiens riches. Au départ, Hitler est soutenu par des anciens généraux comme Ludendorff. Hitler est soutenu par un certain nombre de bourgeois, de gens qui ont les moyens financiers de l'aider. Alors, Hitler n'était pas non plus le plus brillant des hommes qui composent ce parti. Il y avait des universitaires, il y avait des professeurs de droit, des gens extrêmement respectés dans leurs villes respectives, justement, et des gens capables de fédérer peut-être plus les classes bourgeoises et conservatrices, les gens issus de l'armée, qu'Hitler. Mais Hitler va réussir à éliminer la plupart de ses opposants, en tout cas à les repousser, profitant parfois de l'absence de certains, profitant de voyages, et va se faire élire à la tête donc de ce parti national-socialiste. Et il va organiser l'enlèvement, entre guillemets l'enlèvement, la séquestration d'une partie du gouvernement de la Bavière à Munich, et il sera jugé pour ça et mis en résidence surveillée. Donc la personnalité d'Hitler est un petit peu ainsi, qu'il est tout de même extrêmement focalisé sur son objectif, décidé, et capable de prendre des mesures de plus en plus radicales, et ça sont certainement des choses qu'il a également apprises au sein de l'armée et au sein des combats de la Première Guerre mondiale. On est souvent obligé de parler un petit peu de la vie privée d'Hitler. Il a souvent été dit qu'il avait des tendances sociopathiques, qu'il était peu capable d'empathie ou autre. Il est difficile de juger de toute façon ce qu'on appelle ex post, c'est-à-dire après les faits. C'est assez complexe de juger, de créer un tableau psychologique de quelqu'un. Par contre, on sait qu'il a une certaine instabilité émotionnelle, voire une certaine immaturité qui a pu, comme beaucoup d'hommes de l'époque, aussi l'amener à être assez manipulateur, à être à la fois charmeur et peu attentionné envers les personnes qu'il fréquente. Donc Hitler a comme président, dirigeant en tout cas du parti nazi, une première relation. Donc sa nièce, premièrement, Gelira Obal, qui est une jolie jeune fille bien plus jeune que lui, qui, quand il la rencontre, n'a qu'une quinzaine d'années, et qui se suicidera à la fin de leur relation, au début des années 30, face aux difficultés justement qu'Hitler lui fait vivre, une vie assez complexe de rejet et d'attirance envers le personnage d'Hitler, qui est un homme à la fin de la relation d'une quarantaine d'années, alors qu'elle n'en a qu'une vingtaine. C'est une relation particulièrement rebutante pour nous, qui n'avait peut-être pas, qui n'était peut-être pas si rare que ça dans l'Allemagne ou l'Autriche de l'époque, qui n'est pas non plus quelque chose qui était la norme, mais qui montre qu'Hitler aussi a une capacité d'emprise et de nuisance sur ses proches qui peut être très importante. Alors ensuite, il rencontrera Eva Braun, ici, qui sera sa compagne jusqu'à leur suicide dans le bunker de Berlin face à l'avancée soviétique, qui est une femme qui va l'accompagner tout au long de sa vie, mais qui sera au final peu mise en valeur. D'accord ? Dans la propagande d'un régime totalitaire, la première dame n'a pas un réel rôle. Le régime nazi est un régime sexiste dans lequel la femme a fondamentalement assez peu de place en termes politiques. Donc Hitler va osciller
entre ces deux relations une fois qu'il devient un personnage important. Et Eva Braun l'accompagnera jusqu'au bout, dans une relation qui semblait plus mûre et plus stable que celle qu'il a pu avoir avec sa nièce. Alors souvent on a voulu marquer les transformations et l'ascension d'Hitler par l'écriture de son livre Mein Kampf. Il faut voir qu'au milieu des années 20, quand il est emprisonné, et qu'il a été à cause du putsch raté de Munich, au final la police a emprisonné la plupart des leaders du parti nazi, Hitler est relativement peu connu. Il est connu pour ce coup d'éclat à Munich, mais il n'est pas une personne centrale du jeu politique allemand. L'Allemagne connaît plus de soucis, on va dire, d'ordre économique au début des années 20, ensuite beaucoup moins, et on peut voir que il est assez complexe d'imaginer la personnalité d'Hitler comme la principale figure politique de ces années 20, alors qu'en réalité il avait très peu d'envergure politique, il était inconnu de l'immense majorité des Allemands. Son livre Mein Kampf ne se vend pas. Ce qui fait la force d'Hitler, c'est un certain nombre de soutiens. La belle-fille de Richard Wagner, Winifred Wagner, sera un soutien important d'Hitler. Elle viendra lui rendre visite. Elle participera en partie au financement de ses activités. Certains anciens, on va dire, généraux militaires de la Première Guerre mondiale retireront leur soutien à Hitler suite à ce coup d'État de Munich, mais Hitler a au moins réussi à faire parler de lui, à attirer l'attention de certaines personnalités qui professent un amour nationaliste très fort pour le pays et qui sont pour la plupart justement situés à l'extrême droite, qui veulent empêcher à tout prix de nouvelles révoltes socialistes ou communistes en Allemagne. Alors comme on le voit assez rapidement, c'est quelque chose d'assez connu, il y a corrélation entre nombre de chômeurs, 3 et 6 millions, et croissance des votes extrêmes en Allemagne. Ça a été souvent souligné. On peut rappeler que l'extrême misère qui frappe un peu l'allemand moyen est responsable de ces changements politiques, même si au final il y a aussi beaucoup de gens qui ne vont plus voter et qui vont s'avérer globalement éloignés du jeu politique ou en rejet de la classe politique, comme ça peut être le cas aujourd'hui. Mais on peut également observer que les SA, qui sont le bras armé du parti nazi, sont fort présents, et que des slogans à la gloire d'Hitler apparaissent dès 1930 un peu partout, là où le parti nazi a fait environ 18% des voix aux élections de 1930, les nazis commencent à représenter une force importante. Les SA, qui sont d'une certaine manière le bras armé du parti, sont déjà 1,5 million, 2 millions en 1930, sont très nombreux. Et la capacité d'action des nazis devient réelle. Alors toute la force d'Hitler, on va dire sa grande réussite, ce sera de convaincre le centre et la droite allemande de lui donner plus d'importance et de pouvoir pour contrer les communistes et la gauche. Alors, Hitler, dirigeant au final d'un petit parti qui avait assez peu de soutien, va se retrouver projeté grâce à la crise comme une forme de solution potentielle pour beaucoup d'Allemands. Enfin, quand vous connaissez l'extrême pauvreté, un chômage de 6 millions correspondait pour la population de l'Allemagne de l'époque, par rapport au nombre d'hommes en âge de travailler, probablement à 25%, 30% de chômeurs, donc à un taux considérable. Il faut imaginer que les gens qui ne seront pas au chômage ont vu aussi leur salaire et leur pouvoir d'achat baisser extrêmement vite, et malgré tout, le parti nazi va, entre guillemets, vivoter autour de 30% des votants, et le parti communiste atteindre à la fin de 1932 près de 17%. Alors ce qui veut dire que
les nazis ne convainquent qu'une partie de la société, et l'important, ça va être de convaincre une autre part conséquente de la société que les nazis sont un mal nécessaire pour redresser la société. Alors si un grand nombre d'explications sur Hitler, sur sa personnalité, peuvent être avancées, si on peut aller dans le sens de Jan Kershaw sur Hitler en disant qu'une bonne partie des concepts et des idées d'Hitler étaient peu stables avant une période assez tardive, au final les années 30, et l'arrivée au pouvoir. On doit quand même admettre qu'il s'est passé des choses dans la société allemande pour qu'une personnalité telle qu'Hitler, vociférante, dure, froide, en colère, et en même temps exaltée. C'est un exalté, Hitler, c'est quelqu'un qui essaie de transmettre une passion pour le peuple allemand, une espèce de dévotion religieuse pour le nationalisme, qui va avoir des effets aussi, parfois un peu proches de la religion, sur une partie des foules allemandes. Alors ici, je vous ai mis un résultat des élections qui amènent définitivement les nazis au pouvoir. Les nazis ne peuvent diriger qu'avec un autre parti, le Deutsche National Volkspartei, qui est également un parti plus ou moins d'extrême droite, une coalition plus ou moins large de petits partis d'extrême droite que les nazis vont absorber. Mais on voit tout de suite que socialistes et communistes ensemble avaient plus de voix que le parti nazi. Vous voyez qu'en termes de processus démocratique, le parti nazi était pas forcément un parti suffisant pour diriger. Mais les partis, qu'on pourrait dire centristes, là, le centre avec 12%, étaient en voie de disparition dans cette crise. Une situation qui est parfois rapprochée à l'Europe d'aujourd'hui, où il semblerait que les extrêmes l'emportent de plus en plus. Alors, cette majorité relative, elle change assez peu la place des nazis, en tout cas, la place d'Hitler et celui du parti nazi dans la société allemande à partir de ce moment-là, car Hitler va très rapidement terroriser tous ceux qui souhaitent s'opposer à lui et à son régime. Comme le parti nazi le faisait déjà à la fin des années 20 et au début des années 30, les SA, qui sont les Sturmabteilung, les espèces de sections d'assaut inspirées des commandos de l'armée allemande la Première Guerre mondiale, tabassent, intimident, menacent, alors les commerçants juifs, les communistes, beaucoup les communistes, les syndicalistes, et c'est ce qui va faire parfois leur popularité dans certains milieux. Car il faut comprendre qu'Hitler est assez malin pour comprendre qu'il arrivera plus facilement au pouvoir s'il a le soutien d'une bonne partie du patronat et de la bourgeoisie, c'est-à-dire si les SA menacent clairement la gauche et les militants de gauche, le monde ouvrier, et Hitler va proposer un substitut d'une certaine manière à la révolution socialiste et communiste, qui va être la révolution nationale, et la mise au travail à travers la remilitarisation du pays, justement des Allemands qui étaient au chômage. Hitler va rendre une partie de sa prospérité à l'Allemagne grâce à l'armée et à l'industrialisation qui va avec le réarmement de l'Allemagne progressif. Alors je vais terminer cette première partie de réflexion sur Hitler, après on aura une réflexion propre au régime et à la personnalité d'Hitler durant les années de pouvoir et durant la guerre, qui vont montrer que au final les nazis n'avaient pas planifié une bonne partie de ce qui va se dérouler, on n'est pas dans une planification ou dans un complot, mais petit à petit, les solutions au rejet des populations juives ou au rejet des populations considérées comme inférieures par les nazis vont se radicaliser avec la violence de la guerre. Alors Hitler est également quelqu'un de persuadé que la guerre est une manière pour les sociétés de trier les forts et les faibles, mais aussi de trier les cultures et les civilisations qui méritent d'exister et celles qui méritent de périr. Et pour lui, si les Allemands l'emportent, ils auront prouvé justement ce que lui pense, c'est-à-dire qu'ils sont supérieurs, mais si les Allemands échouent,
il ne mériterait pas de survivre, d'où l'espèce d'entreprise suicidaire des années 44-45, où parfois on va envoyer des jeunes garçons se faire massacrer totalement inutilement, parce que justement dans l'idéologie hitlérienne, dans la pensée d'Hitler, et beaucoup moins dans celle d'ailleurs de ses proches comme Himmler, il y a cet aspect tout ou rien. Hitler est un jusqu'au boutiste, une personnalité très clivée comme ça, avec très peu de flexibilité, de capacité de compromis. Si les Allemands connaissent une défaite face aux Soviétiques, alors la société allemande doit être détruite, et Hitler est prêt à laisser l'Allemagne brûler et les jeunes Allemands mourir. Bon, ici je vous mets quelques aspects de propagande tels qu'elle pouvait être filmée par le régime nazi, mise en scène notamment par des cinéastes de talent, hein, comme Leni Riefenstahl, parfois qu'on peut voir dans des documentaires ou dans des ouvrages concernant Hitler. Hitler a son propre photographe, Hitler a ses cinéastes attitrés, Hitler a un traitement de l'image très particulier qui fait que une partie de sa propagande porte toujours aujourd'hui. Il faut comprendre aussi que quand on est une personnalité visiblement très imbue d'elle-même et très narcissique comme Hitler, on va se servir très rapidement des outils de la technologie de l'époque, hein, le cinéma, essentiellement la radio d'un autre côté, qui vont donner un statut quasi omniprésent à Hitler dans les foyers, ce qui était beaucoup moins le cas des hommes politiques d'avant. Avant, on entendait très peu la parole politique, on les voyait peu au final, les dirigeants dans les régimes démocratiques comme la France ou le Royaume-Uni, et Hitler va mettre en avant tous ces nouveaux médias justement pour se mettre en avant. Il faut parfois presque analyser la personnalité d'Hitler comme un séducteur permanent et quelqu'un qui va s'enfermer parfois dans cette logique de toute puissance et de séduction qui fait qu'il aura beaucoup de mal à remettre en question ses avis, ses opinions et ses choix, et ce qui amènera notamment à des échecs militaires assez importants. Hitler n'avait rien d'un génie militaire, il s'est parfois entêté, et les généraux et les maréchaux allemands ont su répondre à ses attentes avec des coups de poker ou des stratégies extrêmement novatrices, mais Hitler n'avait pas planifié tout ça, et c'est aussi la partie culte de la personnalité et culte du chef, hein, comme Staline, du régime, qui permet à Hitler de s'attribuer tout un tas de choses et de victoires et de réussites du régime. Voilà. Prochainement, je ferai une vidéo supplémentaire sur Hitler dans, on va dire, la société nazie en train d'être modelée par le parti nazi, en tout cas la société allemande, et Hitler durant la guerre, pour revenir sur des aspects plus ou moins à débattre et débattus de sa personne.